Maintenant, nous allons discuter des différentes notions liées aux mémoires. J'espère que vous avez pu peut-être faire une petite révision là-dessus. Je vais faire de mon mieux pour éclaircir peut-être les dernières notions ou les derniers points qui étaient encore un peu sombres pour vous. Et donc, les mémoires. C'est quoi une mémoire? Les mémoires, elles sont réalisées à l'aide de bascules. C'est des circuits électroniques qui permettent de stocker l'information et où chaque bit sera en réalité une bascule. Euh, un registre, c'est quoi? C'est généralement plusieurs bits de mémoire qui sont mis en série. Donc en réalité, un, un registre de n bits, c'est n bascules qui sont liées. Une mémoire, c'est un ensemble de ce qu'on pourrait assimiler à des registres, même si la manière et les composants électroniques utilisés dans les mémoires centrales et les registres ne sont pas réellement les mêmes. On a pu déjà voir ça en cours. Et donc, qu'est-ce qu'une mémoire? C'est un dispositif qui permet de persister des données, de les enregistrer, c'est-à-dire de les conserver, et de pouvoir les réutiliser par la suite. Donc c'est le principal intérêt des mémoires. Après, quelles sont les mémoires que vous pourrez utiliser dans votre vie? On a la mémoire centrale de votre ordinateur qui est un organe essentiel. On a le disque dur qui permet d'enregistrer, on va dire, à long terme vos données. Des flash disques, les disquettes ce n'est plus vraiment d'actualité, les DVD, etc. Et donc, on a différents supports de mémoire possibles pour stocker l'information. La première caractéristique de la mémoire, c'est sa capacité. Combien ou quelle quantité d'informations peut-elle enregistrer? Ça, c'est très important. Donc, vous-même, lorsque vous allez acheter un support mémoire, la première chose que vous allez demander, je suppose, c'est quelle est la taille de ce support. Et donc, elle est généralement exprimée en octets. Et suivant la taille de ce support, on aura différentes grandeurs. On peut parler du kilo-octet lorsqu'on parle de 2 puissance 10 octets, du mégaoctet lorsqu'on parle de 2 puissance 20 octets, et aller pour les plus gros supports maintenant en gigaoctets pour 2 puissance 30 octets et téraoctets pour 2 puissance 40 octets. Donc révisez, souvenez-vous de ces différentes puissances. S'il y en a parmi vous qui ont fait des erreurs là-dessus pendant votre test. Une autre caractéristique très importante de la mémoire, c'est sa volatilité. Il y a des mémoires qui peuvent persister vos informations à long terme, mais il y en a d'autres qui ne le peuvent pas et qui perdent ces informations dès lors où elles ne sont plus alimentées par un courant électrique. Et donc, il y a des mémoires persistantes et il y a des mémoires qu'on appelle mémoire volatile, comme votre mémoire centrale par exemple. Parmi aussi les caractéristiques d'une mémoire, on a l'accès à cette dernière. Donc, on peut accéder à une mémoire de deux manières possibles, soit en lecture et soit en écriture. Il y a des mémoires qui offrent les deux, lecture et écriture. On appelle ça des mémoires vives, comme la RAM, comme votre disque dur. Et il y a des mémoires qui euh, ne permettent que de l'écriture, qui ne permettent que de lire là l'information à l'intérieur. On l'écrit une fois et on pourra la lire indéfiniment, mais on ne pourra rien réécrire. Ce ne sont pas des mémoires réutilisables. Par exemple, un CD. Si vous avez un CD que vous le gravez, il sera presque impossible de le regraver par la suite avec d'autres informations. Une fois qu'un secteur a été gravé, il l'est définitivement. Et donc un CD par exemple, c'est une mémoire morte. Il y a aussi anciens, les anciens BIOS utilisaient des mémoires mortes. On ne pouvait pas les réécrire. Par contre, maintenant, ils utilisent des mémoires vives. C'est pour cela que vous pouvez, et je vous conseille de mettre à jour régulièrement votre BIOS.
Et donc, l'une des principales mémoires qu'on va utiliser lors de nos travaux, c'est la mémoire centrale. C'est l'organe principal ou c'est l'un des principaux organes de votre ordinateur. Elle est utilisée pour stocker les informations utiles aux différents traitements exécutés par votre ordinateur. Et le temps d'accès et la capacité de la mémoire va dépendre de votre matériel. Plus vous allez payer d'argent et plus vous aurez des temps d'accès très faibles et de grandes quantités de mémoire et inversement. La mémoire centrale d'un ordinateur est réalisée à partir de semi-conducteurs. On l'appelle mémoire vive parce qu'on peut écrire et réécrire et écraser des informations indéfiniment. Et on l'appelle aussi RAM pour Random Access Memory. Pourquoi? Parce que, à l'inverse des mémoires séquentielles où, par exemple, une cassette audio, pour arriver à la chanson 5, je dois passer les 4 premières chansons, soit en lecture normale ou en lecture rapide. La mémoire, euh, la RAM, la Random Access Memory, je peux accéder à n'importe quelle cellule sans avoir à passer à- par toutes les cellules qui les précèdent, même si les cellules mémoire sont ordonnées de manière incrémentale. La RAM est aussi une mémoire volatile, donc si on débranche l'alimentation électrique, nous allons perdre toutes les informations contenues dans cette dernière. Hmm. Sa capacité est limitée, bien évidemment. On peut l'étendre soit en ajoutant d'autres barrettes mémoire, ou bien en utilisant les systèmes de mémoire virtuelle. J'ai déjà expliqué ça en TD ou en TP à certains de mes groupes. J'espère que les autres pourront faire une petite recherche là-dessus sur qu'est-ce qu'une mémoire virtuelle, ce qu'on appelle sur Linux le swap. Et elle est utilisée pour communiquer avec les autres organes de l'ordinateur par l'intermédiaire des bus. Alors, qu'est-ce qu'une mémoire ou une RAM, une mémoire centrale ou une RAM? En réalité, ce n'est rien d'autre qu'un tableau. Un tableau de cases mémoire, où chaque case mémoire sera caractérisée par une adresse. Et donc, vu que ce tableau, c'est un ensemble de cases mémoire qui se suivent, les adresses mémoire ne feront que se suivre. Elles seront incrémentales. Chacune de ces cases mémoire ou de ces cellules mémoire contiendra une information d'une certaine taille. Et donc, généralement, on a une case mémoire, peut-être d'un octet, de 2 octets, jusqu'à 4 octets, ça dépend de l'architecture, et où chacun des bits de cet octet est une cellule. Comme je l'ai dit, chacune des cases mémoire a sa propre adresse qui permet d'y accéder. Et la taille de l'adresse mémoire dépend de la capacité de la mémoire et inversement. Donc, on a déjà vu que c'était soit la taille de la mémoire qui va conditionner le nombre de bits que je vais utiliser pour coder ces adresses, soit c'est l'inverse, c'est le nombre de bits que je peux utiliser pour adresser une mémoire, c'est-à-dire le nombre de bits contenus dans un registre d'adressage qui va conditionner la limite de taille de ma mémoire. La mémoire centrale donc de votre ordinateur est réalisée comme suit. On a le registre d'adressage qui permet de sélectionner quelle case mémoire je vais avoir accès, ou plutôt à quelle case mémoire je vais avoir accès. Donc, dès lors que je remplis ce registre avec un code binaire, il va le transmettre à un décodeur. Et donc, ce décodeur, comme on a déjà vu précédemment dans une autre vidéo, comment marche un décodeur, suivant les informations reçues en entrée, il n'activera qu'une et une seule ligne.
Et donc la ligne activée, ça sera la case mémoire dont je souhaite récupérer l'information ou où je souhaite écrire l'information. Et donc ça se fait par l'intermédiaire du registre de données. Ça dépendra du mode d'accès, soit en lecture, je récupère l'information dans le registre de données, soit en écriture, j'écris l'information qu'il y a dans le registre de données dans ma case mémoire. Et donc, une mémoire centrale a une capacité. Elle peut être décrite en octets ou bien en mots, en nombre de mots, en nombre d'octets ou en nombre de mots. Donc si on a une mémoire avec un bus d'adressage de taille K et avec un bus de données de taille N, on aura une mémoire qui aura la capacité de 2 puissance K mots mémoire ou 2 puissance K fois N bits. Et on peut diviser cette valeur 2 puissance K fois N sur 8 pour avoir la taille ou la capacité de la mémoire en nombre d'octets. Maintenant, pour avoir une grande capacité en mémoire centrale, on peut utiliser ce qu'on appelle la combinaison de boîtiers. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de boîtiers de mémoire de faible taille, je vais construire un boîtier qui aura une plus grande capacité. Et quand je dis plus grande capacité, tout cela dépend. Je peux vouloir un boîtier avec une plus grande capacité en termes de nombre de mots mémoire pouvant être enregistrés, mais je peux aussi vouloir un boîtier de plus grande capacité en termes de taille d'un mot mémoire, c'est-à-dire augmenter en largeur le nombre de bits contenus dans un seul mot. Pour ce faire, je vais considérer que j'ai des boîtiers mémoire M qui ont une capacité euh, qui ont une capacité C' et un nombre de mots avec M nombre de mots et N bits dans chaque mot. Et je veux faire une mémoire de taille M qui a une capacité C avec M nombre de mots et N bits dans chaque mot. Pour ce faire, je vais devoir calculer ces deux informations ou ces deux proportions. La première que je vais appeler P, je l'obtiens en divisant le nombre de mots souhaités dans la mémoire à concevoir par le nombre de mots disponibles dans un de mes boîtiers. Et j'obtiens cette information que j'appellerai Q. P, pardon. Pour la deuxième proportion que je vais devoir calculer, on l'appelle Q. Et ça, elle est égale au nombre de bits de chaque mot pour la mémoire que je souhaite réaliser, divisé par le nombre de bits dans chaque mot des boîtiers mémoire euh, dont je dispose. Pardon. Et donc, une fois que j'ai calculé P et Q, il est très simple de concevoir mon futur boîtier mémoire. Et donc, en multipliant P par Q, comme vous pouvez le voir ici, dans cet exemple, j'aurai le nombre de boîtiers mémoire total nécessaire à la réalisation de mon grand boîtier mémoire et où P représente le nombre de lignes que je vais mettre dans ma réalisation et où Q représente le nombre de colonnes. Vous pouvez essayer de refaire ça avec l'exercice qu'on a fait. Vous retrouveriez normalement P est égal à 2, Q est égal à 2. Donc une réalisation avec 2 colonnes et 2 lignes. Maintenant, on va passer aux différentes notions qui sont liées aux assembleurs. Pour cela, je vais utiliser le support de cours fourni par votre chargé de cours, Monsieur Mqarani.